Bien, pour cette dernière séance, je vais vous parler un peu de méthode itérative. Donc, les méthodes itératives consistent à calculer la solution comme la limite d'une suite. Mais ce n'est pas une suite numérique usuelle, c'est une suite vectorielle. C'est pour ça qu'on note son indice entre parenthèses en haut, pour pouvoir laisser la place pour les composantes en bas. D'accord? X parenthèse K, c'est en fait un vecteur de RD. Et comment on calcule les différentes itérations? Eh bien, en calculant la solution d'une équation très simple, S x parenthèse K plus 1 égale T x parenthèse K plus B. D'accord? Et évidemment, si cette suite converge, on aura Sx égale Tx plus B, c'est-à-dire que si xk converge, elle va converger vers la limite de la solution de Ax est égal à B, si la suite converge. Alors il faut trouver les conditions pour que cette suite converge. Alors, si on réécrit l'itération, si on veut calculer la suite x, le terme xk plus 1, eh bien, il va être solution d'un système linéaire qu'on peut facilement résoudre parce qu'on choisit en général S facile à inverser. C'est très important de la prendre facile à inverser. C'est tout l'intérêt de ces méthodes. Donc en général, on prend S soit une matrice diagonale, la diagonale de A en général, ça s'appelle la méthode de Jacobi, soit on prend pour S la partie triangulaire inférieure de A. Ça s'appelle la méthode de Gauss-Seidel. Et ces méthodes permettent de calculer très facilement xk plus 1 égale S-1 de txk plus b, puisque S-1 dans le cas d'un système triangulaire ou diagonal est facile à calculer. Bon, alors, ces deux méthodes sont expliquées dans le poly du cours, mais peut-être que je vais détailler un tout petit peu la variante qu'on appelle la méthode de relaxation. Alors, cette méthode de relaxation, elle consiste en fait à mélanger, pour calculer l'itération k plus 1, à mélanger la nouvelle valeur xk plus 1 avec l'ancienne, en mettant juste une petite dose de l'ancienne, de façon à parfois améliorer la convergence, ou parfois à accélérer la convergence. Ça dépend du paramètre oméga, qui sera un paramètre de relaxation. Typiquement, oméga il est plutôt proche de 1 et même parfois plus grand que 1. C'est pour ça qu'on va parler de surrelaxation. Si vous prenez par exemple oméga égale 1, ça revient à faire exactement ce qu'on a fait au-dessus. Si vous prenez oméga égale 0, ça revient à avoir une suite constante, on a xk plus 1 égale xk à chaque fois. D'accord? Et si vous prenez oméga qui dépasse 1, eh bien, vous aurez une façon un petit peu d'anticiper la convergence, puisque c'est un barycentre avec des coefficients dont l'un d'entre eux, prenez par exemple oméga égale 1,5, vous aurez 1,5 fois xk plus 1, et puis ici, moins 0,5 fois xk. Donc, xk plus 1 va vraiment être beaucoup plus proche de xk plus 1 que de xk, et il va être à l'extérieur du segment xk plus 1. D'une certaine façon, on essaye d'anticiper où va aller la limite. Bon, c'est des choses peut-être un petit peu qui mériteraient d'être détaillées, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant. Mais disons qu'oméga, c'est un paramètre, bon, voilà, qui va permettre d'ajuster la convergence, de l'accélérer éventuellement, ou de l'aider dans certains cas. Alors, la nouvelle suite se calcule donc comme ceci, je l'appelle x tilde k, c'est 1 moins oméga x tilde k plus oméga s-1 t x tilde k plus s-1 b. C'est exactement l'expression de xk plus 1 que j'avais avant, et ça c'est xk. Donc ça c'est ma nouvelle suite. Je remarque qu'elle se met encore sous la forme précédente. Le vecteur x tilde k plus 1, eh bien il s'exprime comme une certaine matrice fois le vecteur xk plus un vecteur. Et la matrice d'itération que j'appelle B, c'est exactement 1 moins oméga identité plus oméga s-1t. Alors tout l'art de cette méthode, c'est optimiser la convergence par rapport à oméga, le paramètre de relaxation.
oméga égale 0, je vous rappelle, vous faites rien, la suite c'est une suite constante, puis oméga égale à 1, c'est la suite de Jacobi ou de Gauss-Seidel que vous avez calculé avant. Puis pour les oméga différents de 0 et 1, on a tout un tas de variantes possibles. Alors, il faut trouver un oméga tel que le rayon spectral de la matrice d'itération soit plus petit que 1. Ça, c'est la condition nécessaire et suffisante de convergence. On a vu. D'accord? Bien, et en fait, on a même intérêt à ce que ce rayon de convergence soit le plus petit possible. Parce que c'est un peu comme le rayon d'une suite géométrique. Plus il est petit, plus vite elle convergera vers 0. Et là, le rayon spectral, ça contrôle la convergence de la suite des erreurs vers 0. Puisque les erreurs à l'étape k plus 1, c'est égal à la matrice d'itération fois l'erreur à l'étape k. Donc si cette matrice a un tout petit rayon spectral, les erreurs vont tendre vite vers 0. Donc voilà, il faut trouver des conditions sur oméga pour que l'algorithme converge. D'accord? Ces conditions sur oméga, alors parfois on les essaye par tâtonnement, enfin il y a différentes méthodes, et dans le cours vous avez aussi un critère. En tout cas pour le cas où là on s'intéresse à la méthode de Jacobi surrelaxé, Jacobi over-relaxed en anglais, genre. Et bien donc, dans ce cas-là, les calculs donnent la matrice d'itération, c'est l'identité moins oméga d moins 1a. S, dans ce cas-là, c'est d. Et c'est facile de voir, ça donne ça dans les calculs précédents. Bien, dans ce cas-là, il faut trouver donc le max des valeurs propres de cette matrice. Et bien, le max des valeurs propres de cette matrice se calcule aisément. C'est le max des valeurs propres de l'identité 1 moins oméga fois les valeurs propres de d moins 1a. Alors, comme A est une matrice symétrique définie positive, en général, c'est pour ce genre de matrice que les problèmes de mécanique se posent, donc la diagonale va être strictement positive, donc d moins 1a sera encore symétrique définie positive. Et à ce moment-là, si vous regardez les valeurs propres de l'identité moins oméga d moins 1a, c'est facile de voir que c'est exactement les 1 moins oméga lambda. En effet, si vous prenez x, un vecteur propre de la matrice d moins 1a associé à la valeur propre lambda, quand vous calculez l'identité moins oméga d moins 1a x, ça vous donne quoi? Ça donne x d'une part moins oméga fois lambda x, puisque x est un vecteur propre de d moins 1a pour la valeur propre lambda. Donc ça fait en factorisant i1 moins oméga lambda x. Donc on voit bien que x est vecteur propre de la matrice identité moins oméga d moins 1a pour la valeur propre 1 moins oméga lambda. Or, comme on sait qu'on a une base de vecteurs propres pour la matrice d moins 1a, on aura une base de vecteurs propres pour l'autre matrice identité moins oméga d moins 1a, et on a toutes ces valeurs propres en prenant les 1 moins oméga lambda. Donc le spectre, c'est le max des modules des valeurs propres. Donc c'est bien le max des modules de 1 moins oméga lambda lorsque lambda décrit le spectre de d moins 1a. Et ça peut se voir géométriquement, si vous voulez, parce que il suffit de regarder, lorsque lambda varie, tracer la courbe 1 moins oméga lambda en valeur absolue. Alors c'est une droite, sauf que c'est une droite qui rebondit sur l'axe des abscisses, puisqu'il y a une valeur absolue. Donc voilà ce qui se passe quand vous arrivez au 0, qui s'obtient pour lambda égale 1 sur oméga, la droite rebondit, si je puis dire, et vous avez ce type de courbe. Vous voulez que ça soit plus petit que 1. Alors évidemment, les valeurs propres sont toujours positives, puisqu'on a une matrice symétrique définie positive. Donc pour que ça ne dépasse pas 1, eh bien, il faut que oméga soit compris entre 0 et 2 sur oméga. Ça se voit facilement ici en imaginant que vous avez un rayon lumineux qui se réfléchit, vous avez une symétrie, et donc vous ne dépassez pas 2 sur oméga. Donc ça donne une condition sur oméga, il ne peut pas être plus grand, il doit être plus petit que 2 sur lambda. D'accord? Donc ça c'est assez simple à voir. Ici, pour avoir ceci plus petit que 1, il ne faut pas que ça dépasse cette droite, vous voyez, et ça donne bien une condition sur les valeurs propres lambda qui doivent se trouver dans cette zone-là, la zone qui est tranquille ici, c'est cette zone-là qui est bonne. Ça va. Bon.
Alors à partir de là, on a donc un critère, une condition suffisante pour que l'algorithme converge. Il suffit que oméga soit compris entre 0 et 2 sur lambda, pour tous les lambda valeur propre de d-1a. Alors, pour être tranquille, il faut qu'oméga soit plus petit que tous les 2 sur lambda, quel que soit lambda. Donc il faut prendre, pour avoir la borne supérieure ici, pour avoir une borne de sécurité, il faut prendre le 2 sur lambda le plus petit possible. Donc de prendre lambda le plus grand possible. Donc prendre lambda égale celui qui réalise le max, c'est-à-dire le rayon spectral de d-1a. Et cette condition suffit pour la convergence. Alors si vous voyez, par exemple, si les valeurs propres sont très petites, si lambda est égal à 0,1 par exemple, vous pouvez très bien avoir oméga assez grand. Ce qui fait qu'oméga peut dépasser 1, d'où le nom surrelaxation. D'accord? Donc c'est un barycentre avec un coefficient qui est supérieur à 1 du côté de xk plus 1. Là, ça fera un dessin comme ça, si vous voulez. Hop. Vous avez, bon, si vous mettez en une droite, hein, c'est pas une droite évidemment, mais j'avais xk ici, xk plus 1 là. Eh bien, quand vous avez un paramètre oméga compris entre 0 et 1, vous êtes dans le segment. Et quand vous avez un paramètre oméga qui est plus grand que 1, ben vous êtes par là. Ça, c'est le x tilde k plus 1. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une surrelaxation. On a tendance à... On essaye d'anticiper, d'extrapoler vers la limite. Vous reverrez ça en L3 de toute façon. Bon, je vais passer maintenant à un autre type de méthode itérative très importante qu'on appelle la méthode du gradient. Alors, ça a l'air sophistiqué, mais je vais commencer par un cas élémentaire qui va rendre les choses assez simples. Au lieu de prendre une matrice, d fois d, et de résoudre un système linéaire, je vais tricher ou simplifier, et je vais me placer dans le cas de dimension 1, et je vais résoudre un système, enfin une équation linéaire à une inconnue, ax égale b. Alors vous connaissez évidemment la réponse, c'est x égale b sur a. Oui, mais on ne va pas le faire comme ça. On va le faire de façon un peu plus géométrique, qui permettra ensuite d'obtenir un algorithme dans le cas de la dimension d. Considérez la fonction suivante, 1,5 de ax2 moins bx. C'est une parabole. Dans le cas où a est positif, c'est une parabole qui sourit, c'est-à-dire elle est convexe. Elle s'annule en 0 et s'annule en un autre point. Là. Et si vous regardez où elle a son minimum, son sommet, il suffit de dériver ici. Quand vous dérivez, vous obtenez exactement ax moins b. Donc c'est lorsque x est égal à b sur a ici. D'accord? Bien. Alors, à ce moment-là, on peut envisager une méthode différente pour trouver cette valeur b sur a. Au lieu de trouver le 0 de ax moins b, on va chercher le minimum de phi. Et comment on va faire? On part d'un point, un x0, et puis on regarde son image, et puis on regarde la dérivée en ce point. Si la dérivée monte, eh bien on va dans le sens opposé à la dérivée, on descend. On arrive à un point x1. D'accord? Ce point x1, on regarde sa valeur, on regarde la dérivée. Si elle est positive, on continue de descendre. Tant que la dérivée est positive, on descend, parce qu'on va arriver au minimum. Comme ça, on génère une suite de points. Bon, des fois, en arrivant, si on descend d'une certaine fraction qui n'est pas connue à l'avance, hein, on définit par exemple qu'on prend un certain coefficient, toujours le même, par lequel on multiplie la dérivée, des fois on peut aller de l'autre côté. Alors si mettons que j'arrive un petit peu après, je dépasse le minimum, là je vais avoir une dérivée qui va être, si vous voulez, négative. Donc là, je vais aller, au contraire, je vais aller vers la droite. Donc quand la dérivée est positive, je vais vers la gauche. Et quand la dérivée est négative, je vais vers la droite. C'est-à-dire qu'on va dans le sens opposé de la pente. D'accord? Bien, on descend le long du gradient. Alors, comment ça s'écrit tout ça? Au lieu de résoudre ax égale b, on cherche le minimum de la fonction phi de x.
Donc on calcule xk plus 1 en fonction du terme précédent. C'est xk moins un certain coefficient positif fois phi prime de xk. Alpha s'appelle le pas. On verra qu'il y a un lien, j'en parlerai à la fin, avec le pas de temps d'une équation différentielle, mais c'est pas, j'anticipe là-dessus. Donc xk plus 1 égale xk moins alpha fois phi prime de xk, c'est l'algorithme que j'ai expliqué juste avant, où vous avez en fait une suite de points qui est générée à partir d'un point initial. Et au bout d'un moment, vous allez finir par arriver au minimum. Bon, alors évidemment, il faut bien ajuster le pas. S'il est trop grand, vous allez peut-être osciller autour du minimum. Et s'il est trop petit, vous allez aller très doucement au minimum. Tout ça, ça demande des réglages assez fins. Mais dans un premier temps, on ne va pas trop réfléchir à ça. On pourrait prendre un pas qui dépend de l'itération ou de la taille du gradient, mais non, lorsque phi prime devient petit, on prend un pas tout petit, lorsque phi prime est grand, on prend un pas grand, mais bon, je ne rentre pas dans tel raffinement. Pour l'instant, on prend un alpha constant. Alors, dans le cas de dimension D maintenant, tout ça généralise. AX égale B, je vais chercher le minimum, au lieu de chercher le 0 de AX moins B, je vais chercher un minimum, ou minimiser la fonction phi de x, qui vaut 1 demi de AX2 moins BX, si ça généralise comme ça, 1 demi de x transposé AX moins B transposé x. C'est la forme quadratique, x transposé AX moins B transposé x, la forme linéaire. C'est exactement comme ça qu'il faut généraliser 1 demi de AX2 moins BX. Ça, c'est bien un nombre, hein, parce que x transposé AX, c'est un réel, B transposé x aussi, même si x est un vecteur. Donc c'est une fonction qui va de RD dans R. D'accord? Va de RD dans R. Et puis l'algorithme du gradient, eh bien, il est défini comme ceci. xk plus 1, c'est xk moins alpha, et au lieu de mettre la dérivée, phi prime, qui était un nombre, maintenant je vais mettre un vecteur. Il sera le vecteur gradient ici. Ça, c'est un vecteur, le vecteur gradient. Le vecteur gradient, que je vais un petit peu détailler dans le tableau suivant. En tout cas, géométriquement, qu'on peut voir les choses, je vais le voir par exemple en dimension 2. Ici, si je mets x en dimension 2, on aura donc deux composantes, x1, x2. Et puis la fonction phi, elle va de R2 dans R, donc je peux la représenter comme une surface. En un point x1, x2, j'ai une valeur phi de x1, x2. D'accord? Eh bien, cette fonction, je cherche à la minimiser. De la même façon que je cherchais à arriver au bas d'une parabole par une suite, par un algorithme de descente. C'est-à-dire, d'abord je définis ce que c'est que le gradient. Le gradient, par définition, c'est le vecteur constitué des dérivées partielles. dφ sur dx1, dφ sur dxd. C'est un vecteur de RD, parce qu'il a des composantes. Et qu'est-ce que c'est que les dérivées partielles? La dérivée partielle de phi par rapport à x1, c'est la limite du taux d'accroissement de la fonction dans lequel toutes les variables sont fixées sauf la première. Vous voyez, ici, il n'y a que la première composante qui varie. Ici, celle-là varie. Le reste, elle ne bouge pas. Donc c'est comment varie la fonction par unité de x1, si vous voulez, dans la direction de x1, comment elle varie. Alors on le note de différentes façons, ce vecteur nabla phi ou gradient phi. Alors il y en a qui mettent un gradient avec une flèche, d'autres un gradient sans flèche. Bon, moi je note nabla phi ou gradient phi, c'est une notation un peu standard, mais chacun est libre d'avoir sa notation. Là-dessus, il faut être œcuménique. Bon, alors, si on veut voir ce vecteur gradient, on le voit beaucoup mieux non pas en traçant la surface qui graphe la fonction phi, mais si on regarde plutôt ces lignes de niveau. Ces lignes de niveau, c'est-à-dire c'est des courbes phi L constantes, c'est des courbes obtenues lorsqu'on fait des coupes
de cette surface par des plans d'altitude donnés. Pour z égale temps, eh ben, j'obtiens une certaine courbe fermée, qui serait en fait une ellipse ici. Et puis je les coupe comme ça à différentes hauteurs. Ça me donne ce qu'on appelle les lignes de niveau ou les isovaleurs de la fonction. Si par exemple vous lisez une carte de randonnée, eh bien vous voyez plein de courbes comme ça, c'est les lignes de niveau, parce que en fait la fonction phi qui est représentée, c'est la fonction altitude. Donc là par exemple vous avez une cuvette, une dépression, un creux dans votre topographie. Et des fois on peut avoir au contraire une montagne. Voilà. On voit ça aussi en météo, les cartes d'égale pression, on appelle ça l'isobare, ou les cartes d'égale température, les isothermes. Enfin, c'est des lignes de niveau. Ben, le gradient, on peut le voir. Le gradient, en fait, il a la propriété, non pas d'être tangent à ces courbes, comme on pourrait croire si on était un peu naïf, qu'on essaye de s'imaginer si vous voulez, si on généralise un peu naïvement ce que c'est que la dérivée à une courbe, ça donne bien la pente de la tangente. Eh bien, le gradient, ça donne plutôt le vecteur normal à ces lignes de niveau. C'est un vecteur qui est normal aux lignes de niveau et il pointe vers les niveaux croissants. Alors on comprend mieux d'où vient le mot gradient, c'est-à-dire de graduation, si vous voulez. Vous imaginez qu'une sorte de graduation courbe, ces lignes de niveau. Et le gradient, ben, il vous montre comment la graduation augmente. Il est perpendiculaire à ces lignes et il va vers les niveaux croissants. J'en ai tracé quelques-uns ici. Alors que fait l'algorithme là? Ben, j'ai tracé par une trajectoire en bleu. Je suis parti d'un point, un point de départ ici en haut là, au point de départ là. Et puis il va se passer quoi? Ben, je vais me promener dans le sens opposé au gradient, je descends. Donc, au lieu de monter, je vais faire baisser le niveau. Donc si la flèche pointe dans un sens, je vais dans l'autre sens, donc je descends. Puis j'arrive à une autre ligne de niveau, qu'est-ce que je fais? Ben, je descends encore, dans le sens opposé au gradient, etc. On voit bien en procédant comme ça, on va finir par arriver en bas de la cuvette. Bon, ça peut prendre plus ou moins longtemps, ça dépend un peu comment sont arrondies les courbes. Si elles sont bien aplaties, on peut des fois zigzaguer. Mais ça, c'est un autre sujet et on peut améliorer cette méthode, mais je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. En tout cas, voilà le principe de cette méthode rudimentaire mais intéressante, méthode du gradient. Alors, ça donne quoi? Comment ça s'écrit? Ben, ça s'écrit comme ceci. Xk plus 1, c'est xk moins alpha fois le gradient de phi k. Et dans le cas où la suite converge, on aura xk qui converge vers x étoile, et à ce moment-là, s'il y a convergence, eh bien, en passant à la limite dans ce qu'il y a au-dessus, on va obtenir que le gradient phi de x étoile doit être nul, puisque la limite de xk plus 1 c'est pareil que la limite de xk. Quand on passe à la limite, si on suppose que la fonction phi est CA par exemple, ça va donner que le gradient de phi est nul. Donc ça donne bien que x étoile est un minimum, ou en tout cas un extrémum de phi. Ça peut être aussi un maximum. Mais on va voir après que phi a une certaine forme, donc ça peut être qu'un minimum. Alors comment on calcule le gradient de phi? Bien ici, la fonction phi est assez simple. Je dis que c'est 1/2 de x transpose à x moins bx. Bien ce que je dis, c'est que le gradient, quand vous dérivez par rapport à x, c'est comme quand vous dérivez finalement un carré ici. Dérivez la forme quadratique, ça va donner ax en fait. La dérivée de b transposé x, ça va donner b. Donc, ça donne exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire le gradient de phi est nul, ça veut dire que ax moins b est nul. Ax moins b, on appelle ça le résidu. C'est-à-dire lorsque x n'est pas solution, ax moins b est non nul. C'est le résidu, si vous voulez. Si x est solution, on trouve ax moins b égale 0. Alors, donc ce que je dis maintenant, c'est que le gradient de phi en x étoile est nul si et seulement si ax étoile moins b égale 0. Donc x étoile est solution. Alors, voyons ça dans un exemple simple en dimension 2. Si je prends une matrice symétrique définie positive en dimension 2, ben, de la forme A, D, et puis je mets C et C sur la diagonale, elle est symétrique. Et je vous rappelle que A et D doivent être positifs, et puis que AD moins C carré doit être positif pour que la matrice soit symétrique définie positive. Le vecteur X, je l'appelle XY, et B, je l'appelle B1, B2. Et bien la forme quadratique, c'est 1/2 de AX, enfin X transposé à X, ça donne ça.
1 demi de ax2 plus 2cxy plus dy2. Ça, c'est la forme quadratique. Puis j'enlève moins b transposé x, ça fait moins b1x moins b2y. Calculer maintenant simplement dφ sur dx. Je dérive par rapport à x en considérant y comme constant. Quand y est constant et les termes en y2 disparaissent, je vais trouver, quand je dérive à x2, je vais trouver 2ax, le 2 va s'en aller, je vais trouver ax plus cy moins b1. De la même façon, quand je dérive phi par rapport à y, je vais trouver, les termes en x2 disparaissent, je vais trouver cx plus dy moins b2. D'accord? Donc, on retrouve bien le système. Donc, le gradient de phi, c'est bien ax moins b. Ici, le gradient de phi. Voilà, j'arrive à le faire bouger un peu. Ouais, voilà. Gradient de phi, c'est bien ici, égal à x moins b. Alors c'est pareil dans le cas général, hein. Je l'ai fait dans le cas de dimension 2, mais vous mettez des indices et vous trouvez le raisonnement en dimension plus grande, c'est pareil. Alors, maintenant, gradient de phi nul, je dis phi un minimum, il faut quand même le démontrer. Alors ça vient du fait que la fonction phi est convexe. Les fonctions convexes, lorsque elles ont un point où la dérivée s'annule, ou le gradient s'annule, c'est forcément un minimum. Pour des raisons de forme. C'est un peu comme pour les paraboles. Une fonction convexe, tous ces extrémums sont en fait des minimums. Bon, alors ça c'est démontré dans le poly, je ne vais pas détailler ça maintenant. Vous pourrez regarder les notes de cours. Et l'algorithme du gradient, comment il s'écrit maintenant? Il s'écrit comme ceci. xk plus 1, c'est xk moins alpha fois le gradient. Je dis que le gradient c'est le résidu, axk moins b. Alpha c'est le part. Alors si je réécris ça un peu autrement, vous voyez qu'il s'écrit aussi sous forme d'une méthode itérative. xk plus 1, c'est l'identité moins alpha A appliquée à xk plus alpha b. Donc c'est une méthode itérative et la matrice itération, c'est celle qui est devant le xk. Eh bien, on sait que c'est son rayon spectral qui contrôle la convergence. Donc elle va converger cette suite si et seulement si le rayon spectral de i moins alpha A est plus petit que 1. Et là encore, ça se calcule. Il suffit de trouver le maximum des 1 moins alpha lambda lorsque lambda décrit le spectre de A. Bon, alors là, il y a des conditions que vous trouvez dans le cours qui vous donnent, dans certains cas, des façons de calculer ce rayon spectral. Et ça dépend pas mal, de façon essentielle, du conditionnement de la matrice. Dans le cas où la matrice est mal conditionnée, votre rayon spectral, il a tendance à s'approcher de 1 et donc elle converge mal, cette méthode. Mais sinon, elle est très simple, elle ne demande pas de calcul. Vous voyez, on n'a même pas besoin d'inversion de matrice ici. On calcule ax moins b, le résidu, et on le retranche à votre itération après l'avoir multiplié par un paramètre alpha. Ça donne une nouvelle itération. Donc c'est très très facile à calculer. On n'a aucun système à résoudre. Donc si la matrice, par exemple, creuse, qu'elle a beaucoup de zéros, ax moins b, ça ne coûte pas cher du tout. Le soustraire à xk, ça ne coûte rien. Cette méthode est extrêmement économique. Donc ça peut être utile pour des systèmes de très grande taille. Il n'y a rien à inverser, même pas de matrice diagonale, même pas de matrice triangulaire. Voilà. Et enfin, je vais terminer par une ouverture à votre cours de l'an prochain. Cette méthode, en fait, c'est une discrétisation d'une équation différentielle. Si vous regardez l'équation différentielle dx sur dt égale moins gradient de phi, et que vous remplacez la dérivée par un taux d'accroissement, eh bien, vous voyez que xk plus 1 moins xk sur le pas de temps qu'on appellerait alpha, c'est exactement le moins de gradient. Bon, ce genre de choses qu'on fera dans le cours de L3 qui s'appelle analyse numérique des équations différentielles. Mais c'est un bon moment pour s'arrêter là. Je vous remercie et j'espère à bientôt.